bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bon retour en septembre, comme on vous avait promis. Alors, ce soir, on a des invités très intéressants et un sujet très intéressant aussi et un peu peut-être complexe pour certains. Donc, ce soir, notre web radio est la protection des renseignements personnels en copropriété. Donc, il y a une loi qui est en vigueur. Comme disait Maître Jolicoeur tout à l'heure, ce n'est pas nouveau, mais il y a des actions, il y a des choses à prendre en considération depuis septembre l'an dernier, plus précisément, et encore le 22 septembre qui s'en vient. Donc, ce soir, on va tenter avec nos invités de démystifier le tout pour vous aider comme copropriétaire à bien comprendre les changements et comme administrateur, comment bien gérer ces changements-là dans votre copropriété. Donc, ce soir, j'ai le plaisir de partager la soirée avec une amie, une collègue de travail. Nous sommes ensemble sur l'Association des gestionnaires. Donc, Mme Élise Beauchesne est avec nous de Solutions Condo. Salut, Élise. Bonsoir, Valérie. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, Élise et moi serons accompagnés aussi de toujours Maître Yves Jolicoeur qui va être avec nous pour démystifier le tout. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir. Et un invité très intéressant que peut-être plusieurs connaissent, Monsieur Jean-Marc Welch, qui est de la firme ImoSquare, mais comme disait Gabriel tout à l'heure, le produit qui est très reconnu, c'est AG Connect pour la réalisation de vos assemblées générales à distance. Donc, bonsoir, Monsieur Welch. Bonsoir, Valérie. Merci à vous trois d'être avec nous. Alors, toujours notre ami Gabriel qui est avec nous pour piloter la soirée. Donc, ce soir, notre partenaire, la commandite de la web radio ce soir, c'est la firme de Jean-Marc, AG Connect. Donc, merci encore de participer à cette soirée avec nous. Donc, d'entrée de jeu, afin de vous permettre de bien comprendre un petit peu, on va remettre des petites choses importantes en perspective et on va couvrir le sujet parce que tous les gens qui sont dans la web radio ce soir, on n'a pas d'administrateur de syndicat de copropriété, mais tous les gens qui sont avec nous ont des rôles à jouer dans l'application de cette nouvelle loi, dans le fond, le projet de loi 64 qu'on appelle maintenant la loi 25. Donc, Maître Jolicoeur, pouvez-vous nous mettre un petit résumé sur la loi 25 pour calmer un peu les gens, que c'est peut-être pas la fin du monde qui arrive le 22 septembre, mais qu'il y a des choses à faire ou à tout le moins à en préparer? Bonsoir dans un premier temps. Effectivement, c'est peut-être pas la fin du monde, mais c'est un grand défi intellectuel pour tous les acteurs de la copropriété d'apprivoiser cette loi qui est d'une haute complexité dans son application en copropriété. Mais il faut comprendre que cette loi-là s'applique à tout type d'entreprises au Québec, que ce soit des entreprises manufacturières, des entreprises de services, des bureaux d'avocats, les notaires, mais les syndicats font partie du lot pour lesquels la loi s'applique. Il faudrait peut-être commencer à cadrer le pourquoi de la chose. C'est que on sait depuis plusieurs années, on fait la manchette des médias, ce qu'on appelle le vol d'identité. Il y a des institutions financières, des institutions financières quand même importantes, qui se sont fait voler les données de leurs clients, ce qui a amené des fraudes au point de vue financier, des gens qui les données personnelles ont été volées. Donc, la donnée, aujourd'hui, les données des citoyens sur la planète Terre, ça a une valeur économique importante pour des gens qui sont sans scrupules, qui vont vouloir s'en servir à des fins à mauvais essai. Alors, le législateur, et ce n'est pas juste le Québec, en Europe, c'est la même chose, ont donc voté des lois pour, dans la mesure du possible, protéger le respect de la vie privée. C'est un cadre législatif qui n'est pas nouveau, là, parce qu'il faut dire que le Code civil du Québec, de par son article 3, prévoit des dispositions spécifiques en cette matière, et la Charte des droits et libertés aussi a déjà des enseignements sur cette question-là. Maintenant,
cette dimension que j'appellerais informationnelle est juridiquement protégée maintenant par cette loi dont on va discuter ce soir, la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, et qui, depuis septembre 2022, commence à se décliner par étapes. Le législateur a voulu permettre au Québec de pouvoir approviser, enfin pas s'improviser, mais essayer de comprendre la mise en œuvre de ces dispositions-là, toujours dans une optique de limiter la diffusion des renseignements personnels des gens qui demeurent dans des copropriétés. Donc, on a déjà des dispositions qui sont entrées en vigueur le 22 septembre de 2022. Il y en a d'autres qui vont rentrer en vigueur le 22 septembre 2023. Et vous savez, Valérie, ce soir, je ne veux pas jouer à l'avocat parce qu'on s'entend que c'est quand même des questions complexes, des dispositions législatives qui se déclinent, mais je vais essayer de vous donner, si vous me permettez, Valérie, les grandes lignes de ce qui arrive au 22 septembre. On va avoir de nouvelles règles applicables à la conservation des renseignements personnels. On va avoir également des règles applicables sur la destruction des renseignements personnels, de comment on va les détruire, dans quelles circonstances, et également des règles pour les fins pour lesquelles ont été recueillis ou utilisés sont accomplis. Alors, on ne peut pas colliger de l'information si on n'a pas une raison, comme entreprise, de colliger ces données, et également le temps aussi qu'on va pouvoir conserver certaines données, notamment des copropriétaires ou des tiers. On a également mieux défini ou défini plutôt le rôle et responsabilités des membres du conseil d'administration d'un syndicat de propriété à l'égard de la gestion des données personnelles, mais également du personnel impliqué qui travaille dans certaines copropriétés, parce qu'on a quand même des copropriétés qui ont des employés à temps plein. Bien, ces employés à temps plein, ils doivent recevoir des directives pour justement permettre la protection des renseignements personnels au sein de la copropriété tout au long du cycle de vie de cette donnée. Parce que le cycle de vie de cette donnée, un jour, va s'éteindre, et il va s'éteindre notamment sur les données des copropriétaires par le départ d'un copropriétaire de l'immeuble. On a également un processus de traitement des plaintes là, qui rentre là, en vigueur le 22 septembre prochain quant à la protection des renseignements personnels. Donc, il y a un cadre. De quelle façon on va traiter les plaintes? Maintenant, il y a un volet de transparence aussi dans les dispositions qui rentrent en vigueur le 22 septembre, notamment de publier une politique de confidentialité rédigée dans des termes qui sont compréhensibles, hein, simples et clairs, si le syndicat ou le gestionnaire de l'immeuble recueille par des moyens technologiques des renseignements personnels. Donc, on va être obligé d'avoir des politiques formelles. On va devoir souligner toute modification éventuelle qui sera apportée à cette politique. Toujours en termes du 22 septembre, tout consentement en termes pour recevoir des données de la part des copropriétaires devra être manifeste, devra être libre et éclairé, être donné à des fins spécifiques et demandé dans des termes simples et clairs. Et sauf exception, renseignement personnel ne pourrait être utilisé à une autre fin, à moins que la personne concernée n'y consente. Donc, ces balises-là rentrent en vigueur le 22 septembre et il faut comprendre que les syndicats de copropriétaires colligent énormément d'informations sur les copropriétaires de l'immeuble. Alors, on a, de par la force des choses, puis comme je vous dis, je vais vous mettre un peu la table, le syndicat est quand même tenu, de par l'article 1070, de tenir des archives de la copropriété. Alors, on doit effectivement tenir les registres avec le nom des copropriétaires et l'adresse postale des copropriétaires. C'est ce que la loi dit de façon spécifique. Alors, le nom des copropriétaires, ben, en principe, hein, c'est un renseignement personnel, mais il faut comprendre que le nom d'un copropriétaire, il est aussi secret que le registre foncier peut l'être. C'est-à-dire que n'importe qui va au registre foncier va savoir qu'Yves Jolicoeur est propriétaire de l'appartement 303. Son adresse postale, bien évidemment, ça peut être celle qui apparaît dans l'acte de vente, mais elle n'est pas forcément bonne parce que quand vous achetez
un bien immobilier, bien, vous déclarez l'adresse où vous demeurez et par la force des choses, lorsque vous déménagez, vous allez déménager bien souvent dans l'appartement si ça devient votre lieu de résidence. Mais il y a plein d'informations, ça, je pense que c'est important de le souligner d'entrée de jeu, que le syndicat, que ce soit dans une grande ou une petite copropriété, va colliger. Évidemment, les adresses courriels. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, les syndicats veulent communiquer de façon dématérialisée. Donc, ça, c'est de la donnée personnelle. Hein. Et ces données personnelles, cela étant dit, ne sont pas accessibles aux autres copropriétaires. Seul le conseil d'administration est en droit de traiter ces données. Numéro de téléphone, ça aussi, c'est des renseignements personnels. Bon, il y a des choses, évidemment, que le syndicat ne colligera pas, notamment les dates de naissance. Même si je commence à demander à Mme Valérie Couture, Madame Couture, c'est quoi votre date de naissance? Valérie, elle va nous répondre quoi? Mêle-toi de tes affaires. Là, je voulais te le dire parce que je voulais t'envoyer une carte de bonne fête pour ton anniversaire, mais c'est pas une donnée que le syndicat va devoir requérir. Encore moins le numéro d'assurance sociale, le numéro d'assurance maladie, permis de conduire. Alors, toutes ces informations-là ne devraient pas être colligées par le syndicat. Il n'y a pas de pertinence dans le cadre de l'opération. Bon, maintenant, il y a des données, là, Mme Couture, on sait que le syndicat va avoir besoin, si on fait des paiements, des perceptions de paiement, des comptes de banque de nos copropriétaires. C'est une information passablement sensible, ça. Hein? On s'entend que ça peut donner des idées. Parfois, on va avoir des cartes de crédit, parce qu'on aura fait c'est peut-être plus exceptionnel. Toutefois, on va avoir des données, le conseil d'administration, très sensible, notamment sur l'état de santé de nos copropriétaires. On a à l'esprit des gens qui sont à mobilité restreinte et le conseil d'administration peut être légitimé de tenir dans son registre que M. Lapointe, qui a 98 ans, ben, s'il y a un feu, il va rester dans son logement. Là. Il va falloir que les pompiers aillent le chercher. Je vais colliger cette information-là. Puis j'ai une raison de colliger cette information-là parce que pour des questions de sécurité des gens de l'immeuble, je vais avoir cette information-là. On a aussi des informations qui sont délicates. Notre caméra, là, dans l'entrée, qui filme soir et matin l'entrée, captation d'images, ça, c'est de la donnée personnelle, les images. Alors, Alors, j'avais donc beaucoup d'informations là, qui sont de nature personnelle, c'est de la donnée personnelle. Et ce qui va rentrer en vigueur le 22 septembre, c'est justement des mesures pour forcer toute personne morale, dont les syndicats, à colliger, mais à traiter correctement la donnée personnelle pour la protéger. Donc, j'ai fait une longue entrée en matière, mais je pense que ça nous met la table pour la suite de nos échanges avec nos invités ce soir. Tout à fait. Merci, Maître Jolicoeur. Puis, c'est important parce qu'il faut vraiment bien comprendre. Et c'est vrai que ça devient complexe. Et je vais diriger ma question dans un premier temps à Élise, puis après, je vais aller vers vous, Jean-Marc, parce que tous les deux, vous avez accès à des informations sensibles et cependant, comme gestionnaire, on a accès à une quantité d'informations parce qu'on a beaucoup de monde. Donc, Élise, la question pour toi, quand on a de l'information comme gestionnaire, ben, comment on peut aider les administrateurs dans un syndicat de copropriété à gérer cette information-là? Là, Maître Jolicoeur nous a dit ce qu'on devrait avoir, ce qu'on ne devrait pas avoir. Il y a un petit changement aussi qui est assez drôle parce que là, on renforce la loi sur les renseignements personnels. On demande maintenant aux administrateurs de nous donner une pièce d'identité pour aller au REC. Fait que là, ça devient un peu mélangeant. Fait qu'Élise, je sais que tu as une idée en tête. Fait qu'explique-nous pour nos copropriétaires puis les administrateurs comment jongler avec tout ça. Ben, c'est sûr que en fait, puis là, il y a la petite copropriété, la plus grosse copropriété, mais tu sais, je pense que dès que les données sont dans un logiciel, en fait, qui est
par exemple, un logiciel web. Donc, on est capable d'avoir des pratiques autour qui vont venir sécuriser les données sans que la donnée réside sur un ordinateur en tant que tel. On utilise l'ordinateur pour accéder à un logiciel et à ce moment-là, le logiciel est en mesure d'automatiser les meilleures pratiques qui vont être établies en termes de destruction de données, anonymisation des données, etc., qu'on établira au travers de nos politiques. Donc, ça simplifie, je pense, le travail énormément. Et souvent, les logiciels vont avoir une base d'utilisateurs qui est quand même très grande, qui va faire en sorte qu'ils vont être en mesure d'avoir justement toutes ces meilleures pratiques en termes de sécurité qui existent. Quand on est sur un ordinateur physique, c'est sûr que des fois, dans les petites copropriétés, on va gérer ça sur Excel, dans un ordi, etc. C'est sûr que là, il y aura des mesures de sécurité à mettre en place. Est-ce que l'Internet est protégé par un firewall? Est-ce qu'il y a un antivirus sur l'ordinateur? Est-ce que notre courriel est protégé par mot de passe, double authentification pour y accéder, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a une certaine formation qui est donnée aux administrateurs pour éviter, exemple, l'hameçonnage? Parce que si on a des données personnelles dans notre courriel, puis que d'autres gens viennent s'y introduire, ça amène des enjeux. Donc, c'est sûr que personnellement, je suis d'avis que tout ce qui peut éviter d'être géré sur un ordinateur physique ou sur quelque chose pour manipuler l'information, donc une clé USB ou autre, là, on s'aide en fait à protéger l'information personnelle des gens le plus facile. On s'aide beaucoup comme gestionnaire et comme administrateur. Là. Élise, qu'est-ce que tu penses d'un Dropbox ou des choses comme ça pour les petits syndicats, par exemple, justement, s'assurer encore là, de mon avis, dès que c'est logiciel, ça va faciliter la protection des renseignements. C'est sûr que tout le monde va devoir se conformer à la loi 25. Là. Par le passé, il y avait déjà une loi similaire qui était de nature fédérale, je crois, là, parce que tout ce qui était édition logicielle devait avoir des politiques de confidentialité affichées sur les sites web. Donc, il y avait déjà des mesures de transparence à cet égard-là. Là, je pense que la nouvelle loi amène d'autres mesures additionnelles. Mais c'est sûr que dès que c'est logiciel, je pense que ça évite les oublis, en fait. La réalité, c'est que, est-ce que quelqu'un va avoir renouvelé son antivirus? Est-ce qu'il va laisser son ordinateur dans sa voiture, puis il va se le faire voler, puis l'information va disparaître? Il y a toujours le risque de perte d'information, puis là, ça vient nuire aux activités du syndicat de copropriété. Mais après ça, ça vient également, selon la nouvelle loi aussi, amener des enjeux en termes de confidentialité. Ceci dit, en copropriété, on a quand même plusieurs informations personnelles, mais on n'a pas nécessairement des informations personnelles extrêmement sensibles. Dans le sens où, si mon contact d'urgence est connu, oui, c'est une information personnelle. Si ma procuration, elle est rendue publique, et oui, il y a de l'information personnelle là-dessus, mais quel est le dommage qui va être créé, en fait, que cette information personnelle-là ait été rendue disponible. Donc, il ne faut pas minimiser, en fait, les mesures à mettre autour de ça. Je pense que c'est une super belle opportunité de rehausser, en fait, les mesures de sécurité qu'on peut mettre en place, en fait, justement, pour assurer l'intégrité de nos données, éviter de les perdre, etc. Là. Puis de lier ça, justement, à la protection des renseignements personnels pour pas que les gens en fassent mauvais usage. Mais, ceci dit, oui, il y a des renseignements personnels, mais à mon sens, les renseignements personnels les plus sensibles qu'il va y avoir en copropriété, ça va être les coordonnées bancaires, puis probablement les pièces d'identité qu'on obtient des administrateurs maintenant qu'on doit les utiliser pour le registraire des entreprises. Là. Après ça, c'est sûr qu'il va y avoir des enjeux potentiels sur l'image, par exemple. L'image, quelqu'un qui serait mis dans une situation où il va faire quelque chose qui est prohibé, puis que là, il a l'air fou. Si c'est rendu public, ça, je pense qu'il faut être super vigilant par rapport à ça. Donc, il y a certaines informations qui vont être en notre possession qui sont plus sensibles, puis je pense qu'il faut être hyper vigilant. Donc, je trouve que c'est une loi qui amène un bel exercice intellectuel pour venir rehausser nos pratiques, en fait, là, pour éviter des problèmes. Mais ceci dit, la quantité d'informations qu'on possède qui est de nature très, très sensible n'est pas, à mon sens, énorme. Là, okay. Merci. Justement, parce qu'on parlait tout à l'heure, avec Jolicoeur, de transmettre des informations à un tiers. Donc, le gestionnaire de copropriété, comme Élise et moi, sommes un tiers pour le syndicat.
Et notre invité Jean-Marc aussi est un tiers pour le syndicat puisque sa plateforme va servir de plateforme pour réaliser une assemblée générale. Et naturellement, ben, vous nous demandez de l'information sensible, dont les noms des copropriétaires et tout ça. Alors, Jean-Marc, comment vous réagissez face à la loi 25? Parce que c'est pas, on ne s'en est pas rendu compte aujourd'hui, mais comment on se positionne par rapport à ça? Parce que quand même, on remplit un fichier, on envoie chez vous avec courriel, code-part, etc., etc. Donc, comment vous gérez ça? Et aussi, le poste-assemblée, parce qu'il y a de la documentation aussi qui est là. Oui. Ben, comme le disait tout à l'heure Élise, je pense que nous, on est dans un cadre contractuel, normé. On a défini une politique de vie privée, de protection des données, donc, et on a un logiciel qui est un logiciel web. Donc, les données, une fois qu'elles sont dans AG Connect, elles sont sécurisées, globalement. Il y a assez peu de risques. Après, les risques qu'on va trouver, alors, le risque, à nous de faire ce qu'il faut pour protéger cette donnée-là, mais on fait ce qu'il faut et c'est pas là qu'il y a un enjeu. Je pense que l'enjeu est situé ailleurs et il va se situer dans les failles de sécurité, ça va être dans la transmission de l'information. Parce que dans la transmission de l'information, ben, bien souvent, on va nous transmettre par mail effectivement un fichier Excel, plutôt qu'aller sur la plateforme, injecter par eux-mêmes les documents, ben, ils vont préférer avoir un service assisté. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, l'administrateur ou le gestionnaire manipule des éléments qui sont externes à son outil, que ce soit Solution Condo ou un autre, avec des outils externes. Et c'est là qu'il y a des risques où il faut faire attention à ces failles parce qu'il se fait voler son ordinateur alors qu'il est allé prendre une bouchée quelque part, il n'y a pas de mot de passe. Ben, ça, c'est une grosse faille de sécurité puisque toutes les données sont là. Il n'a pas de logiciel antivirus, comme on disait tout à l'heure. Et puis, il a installé Dropbox. Ben là, il a un gros risque. Parce que dans Dropbox, OK, ce n'est pas Dropbox qui pose un risque, c'est le fait que ce sont des fichiers qui sont posés et que le virus peut aller chercher les fichiers qui sont posés puisque son ordinateur a accès à son cloud Dropbox. Donc, les risques ne sont pas forcément où on le pense. Ça va être sur des actions simples de protéger son ordinateur, de mettre son antivirus, de travailler avec des prestataires effectivement qui ont des politiques de vie privée et puis surtout avoir une formation de base sur je ne mets pas les mêmes mots de passe à tout le monde, j'ai une politique de changement de mot de passe périodique quand les administrateurs partent, quand le personnel part, j'évite de mettre ma date de naissance ou le nom de la société, enfin des choses assez, assez basiques, mais je crois qu'on est très nombreux à dire j'ai un mot de passe et j'utilise le même partout parce que c'est plus facile. Oui, ben ça, c'est une faille numéro 1 à éviter. Il y a des outils de gestion de mots de passe, de gestionnaire de mots de passe, parce que là, on risque la donnée qui nous a été confiée par, je dirais, par inadvertance ou par négligence, devienne une faille de sécurité importante sur les données, mais qui, même si elles ne sont pas sensibles, je suis d'accord sur le fait que nom, prénom, email, téléphone et numéro de lot et adresse, ce n'est pas très sensible comme données, c'est considéré au terme de la loi comme des données sur la vie privée. Et une petite anecdote, une fois dans AG Connect, il y a un copropriétaire qui nous demande qu'on lui transmette, je ne sais plus, les résultats des votes. Donc, on dit, non, pas les résultats des votes. Adressez-vous à votre gestionnaire et on écrit par mail en mettant copie le gestionnaire. Et là, le copropriétaire nous attaque en disant, nous réprimande en disant, mais vous venez de donner mon adresse email au gestionnaire et vous avez transmis ma donnée personnelle. Je dis, mais c'est votre gestionnaire, c'est lui qui nous avait transmis le mail. Donc, c'est bon, enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir de la mauvaise foi de copropriétaires qui vont probablement utiliser ce prétexte-là aussi pour. Donc, autant que le gestionnaire, l'administrateur soit bien calé sur les protocoles à mettre en place qui peuvent être, je crois, simples pour les petites copropriétés et peut-être plus sophistiqués pour les plus grosses. Qu'est-ce qu'il y en est, Jean-Marc, de l'enregistrement de l'Assemblée générale? Ça, c'est une grosse question. De notre côté, c'est clair. Nous, en tant que plateforme, on enregistre, on transmet.
au gestionnaire ou à l'administrateur qui a commandé la prestation. On la détruit au bout d'une semaine et on leur dit qu'ils doivent la détruire selon les termes de la loi. Maintenant, c'est une vraie question hein, qui nous a été posée et pour laquelle je n'ai pas la réponse. Combien de temps elle doit être conservée par le gestionnaire? Peut-être que Maître Géliqueur saura plus, 3 mois, 4 mois, 1 an, jusqu'à la rédaction du prochain PV. Et je peux dire que j'ai vu passer des choses, j'ai vu dans le courtage immobilier, des gestionnaires de syndicats autonomes ou même peut-être professionnels qui transmettaient le lien Zoom comme compte-rendu de l'Assemblée générale à tous les courtiers immobiliers, à tous les propriétaires pour qu'ils puissent avoir un accès à la dernière Assemblée générale. Donc, voilà, je pense qu'il y a des progrès qui peuvent être faits quelque part. Il y a des progrès qui doivent être faits, effectivement. Il y a des améliorations qu'on doit apporter. Mais Jolicoeur, je pense que vous avez quelque chose à réagir sur ce que Oui, bien c'est-à-dire que moi, je pense que pour les fins de notre émission, Mme Couture, ce soir, je pense qu'il faut falloir un peu distinguer les typologies de copropriété qu'on a au Québec, les grandes copropriétés et les petites copropriétés. Mais je vais commencer par les grandes parce qu'on a quand même avec nous ce soir Mme Beauchesne, qui est présidente d'une association de gestionnaires et vous êtes vous-même gestionnaire. Et ce qui est important, c'est de réfléchir sur les contrats entre les syndicats de copropriétaires et les gestionnaires. Et j'attire votre attention sur les dispositions de l'article 18.3 de la loi et qui dit ce qui suit, puis je vais comprendre le raisonnement, je vais aller par la suite. Une personne qui exploite une entreprise, bon, c'est nous autres, un syndicat de copropriétaires, peut, sans le consentement de la personne concernée, donc le copropriétaire, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise qu'elle confie à cette personne, à cet organisme. Donc, moi, si j'engage Solutions Condo ou votre entreprise, Mme Couture, de par 18.3, je vais pouvoir le faire parce qu'effectivement, ça s'inscrit dans une logique de voir la gestion courante de la copropriété. Toutefois, la loi dit bien, dans ce cas, la personne qui exploite une entreprise, donc le syndicat, doit confier le mandat ou le contrat par écrit, finir les contrats verbaux avec un gestionnaire qu'on engage sur le coin de la rue. Indiquer dans le contrat, dans le mandat ou le contrat, les mesures que le mandataire, le gestionnaire ou l'exécution du contrat doit prendre pour assurer la protection du caractère confidentiel du renseignement personnel communiqué. En d'autres mots, il va falloir revoir les contrats de gestion pour justement préciser qu'on va devoir prendre quelles sont les mesures de protection du caractère confidentiel. Donc, la relation va devoir s'affiner dans les contrats de gestion. Je sais qu'au niveau de votre association, Mme Beauchesne, vous venez de sortir d'une zone de réflexion, puis nous autres, au niveau du RGSQ, on est en plein dedans sur la question de l'exécution des contrats, avec les contrats de gestion. On dit une personne ou organisme qui exerce un mandat ou qui exécute un contrat de service ou d'entreprise visé par le premier alinéa doit viser sans délai le responsable de la protection des renseignements personnels de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l'une ou de l'autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué. Il doit également permettre aux responsables de protection des renseignements personnels d'effectuer toute vérification relative à cette confidentialité. Alors, si dans une entreprise de gestion, il y aurait un bris de confidentialité, bien là, il faut que le gestionnaire avise la personne responsable de la protection des renseignements personnels du syndicat, qui ne devrait pas, il ne faut absolument pas faire ça, il ne faut pas nommer, le syndicat ne devrait jamais nommer son gestionnaire responsable de la chose parce que c'est le gestionnaire qui va se regarder dans le miroir, savoir comment on va traiter les choses. Donc, ça prend des personnes indépendantes. L'autre chose, le contrat de gestionnaire devrait donc prévoir à la fin de son mandat que toutes les données, documents requis du syndicat dans le cadre de son mandat seront remis aux administrateurs du syndicat et que ces données et documents seront effacés, détruits par le gestionnaire et qu'aucune copie de ces informations qui contiennent des renseignements personnels ne sera conservée par lui. Donc, il va falloir revoir nos relations contractuelles et c'est par des écrits. Alors là, malheureusement, on vient de complexifier passablement la chose de par les dispositions de cet article de loi. Donc, j'attire votre attention sur cette réalité-là qui va toucher les gestionnaires.
qui sont nombreux au Québec, qui gèrent beaucoup d'immeubles. Ça, c'est le premier volet du volet de la gestion, qui sont avec des gestionnaires que j'appellerais professionnels. Mais on sait bien, par contre, que non, on a la petite copropriété de 2 lots, 3 lots. Hein. On peut avoir une copropriété, un jumelé est assujetti à la loi. Ben, moi, je vais vous dire en partant que dans ces petites copropriétés-là, déjà, ils ne savent même pas qu'ils sont copropriétaires parfois. Ils s'oublient dans le passage. Administrateurs, ça ne fait pas partie du dictionnaire qu'ils connaissent. Donc, chez les copains, puis on a du déneigement, puis on va arriver à déneiger ensemble. Donc, on a quand même une partie de la côté québécoise qui a déjà peine à s'organiser, mais qui est extrêmement fragile sur ces questions-là quand on regarde l'amplitude des amendes qui peuvent sanctionner. Puis dans les petites copropriétés, des personnes haïssables, il y en a un peu partout, même des petites. Et là, il va falloir que les administrateurs comprennent que les dispositions de la loi s'appliquent à eux autres mêmes, puis qu'ils vont devoir mettre en place les dispositions visant à la protection des renseignements personnels. Donc, qu'on soit 300 ou qu'on soit 3, en principe, chaque syndicat va devoir publier une politique sur la confidentialité pour la publicité et la faire connaître également à ses copropriétaires. Mais ça m'amène quelque chose, en fait, puis c'est vrai que des fois, il faut se le dire, à moins que, Élise, tu me contredises, mais des fois, c'est tellement organisé dans les grosses copropriétés que c'est plus là qu'on a moins de chances d'échapper parce qu'on fait une mécanique qui est toujours, tu sais, on est habitué de s'assurer qu'avant de peser sur scène pour un courriel de masque, on est bien en CCI ou, tu sais, toutes ces choses-là. Et justement, dans les petites copropriétés, eux sont plus ben tout le monde s'entend bien, puis c'est pas trop grave si on se met tout en copie, etc., etc. Et c'est là qu'il faut faire réaliser, je pense, aux administrateurs de ces petits syndicats de 6, 8, 12, qu'il y a quand même une mécanique au niveau du conseil qui revient à cette protection-là que dans les gros, c'est plus d'emblée. Tu sais, je pense que c'est un peu une facilité de travail. Je ne sais pas si tu es d'accord, Élise, là, mais... oui, je voudrais rebondir sur quelques affaires là, qui ont été dites, en fait. Mais oui, je suis d'accord, dans les plus grosses copropriétés, il y a plus de moyens de s'organiser. Donc, en général, c'est plus organisé aussi. Oui. Mais ceci dit, la clause de confidentialité, je regarde mon contrat d'il y a 12 ans, il y en avait déjà une dedans. Là. On était déjà responsable de la confidentialité des données qu'on avait. Ceci dit, dans le contrat standard de la QGC qui a été fait, là, où on avait rassemblé en fait les meilleures pratiques de toutes les firmes de gestion pour essayer de couvrir tous les angles qui avaient évolué un petit peu dans les contrats de chacun, on est venu en fait renforcer cette clause de confidentialité-là en venant dire que le gestionnaire va respecter la politique de confidentialité qu'aura le syndicat. Il va s'assurer qu'il y en a une aussi. Là. Oui. Donc, en gros, on est venu s'imposer en fait des obligations supplémentaires parce que dans la politique de confidentialité des syndicats, il y a les règles de destruction, de l'information lorsqu'on n'en a plus besoin, etc. Ceci dit, pour avoir présenté cette politique-là à nos clients, beaucoup des petites copropriétés, ça a beaucoup sorti chez la petite copropriété, ça, le malaise d'être le responsable des renseignements personnels parce qu'ils ne veulent pas, en fait, avoir ce fardeau-là. C'est vrai dans les plus grosses copropriétés aussi, parce que ça vient avec un travail administratif, parce que si quelqu'un s'adresse à nous, on va, au responsable de renseignements personnels, on va devoir répondre par écrit. Si on refuse, exemple, de détruire une donnée qui avait été demandé de détruire, il va falloir expliquer pourquoi, en vertu de la loi, on va devoir le faire, etc. Donc, il y a comme un malaise, en fait, des gens d'exercer ce jugement-là. Et nous, ça nous a été demandé comme gestionnaire de le faire à l'interne. Ceci dit, je ne pense pas que c'est logique, en fait, que le gestionnaire qui gère un immeuble, lui, fasse ça, parce qu'effectivement, ça amènerait l'enjeu du conflit d'intérêt dont vous faisiez mention, Maître Jolicoeur. Fait que l'approche qu'on a prise, c'est de se dire, on est rendu à une taille où on a un avocat à l'interne, donc lui, par son code de déontologie, aura cette indépendance-là et pourra porter ce jugement-là s'il y avait incident de confidentialité. Ceci dit,
faut pas le voir. Puis j'ai vraiment essayé de désamorcer ce volet-là d'un incident de confidentialité. Là, c'est pas la fin du monde. Là. En fait, parce qu'une fois qu'on a l'incident qui est déclaré, il y a quelque chose qui s'est produit, on a mis les documents du mauvais syndicat, puis un autre a eu accès pour une raison ou une autre. OK? Bien, la réalité, c'est que est-ce qu'il y a eu un dommage, un préjudice sérieux? Parce que quand on analyse là, la façon d'analyser les choses, il faut déterminer s'il y a un préjudice sérieux. Donc, la réalité, c'est que quand on verse ça au registre, c'est pas la fin du monde. Là. En fait, l'idée de traiter ça au registre, c'est de se dire, s'il y a eu un incident, de comprendre comment ça s'est produit, puis pouvoir améliorer nos pratiques qu'on a à l'interne, soit dans les processus, soit dans les outils qu'on utilise en soi. Donc, c'est comme un exercice d'amélioration continue. En tout cas, c'est ma compréhension de la loi, c'est mon interprétation. Là. Après ça, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais moi, je le vois comme une façon de s'améliorer continuellement dans notre façon de protéger les données qu'on a sous notre garde. Donc, il faut dédramatiser le fait qu'il va se produire des incidents. Ça peut arriver que quelqu'un perde une clé USB, mais il faut essayer de comprendre où sont les risques pour essayer de les minimiser, en fait. Donc, je prends l'exemple des données personnelles, exemple, le registre des copropriétaires. Bien, plus il reste dans un logiciel, puis exemple, on a à le communiquer à G-Connect ou à Upperbee Meeting ou à une autre plateforme, plus ça se fait via un API, donc on n'a pas d'interaction humaine, pas besoin de l'envoyer dans un courriel avant de l'injecter, bien, plus on réduit les risques. Donc, je pense qu'au travers des éditeurs logiciels ou des pratiques dans le marché, à un moment donné, il va y avoir des nouveautés qui vont venir se produire pour minimiser les risques qu'il y ait de la manipulation humaine, en fait, qui augmente le risque qu'il y ait des fuites d'informations. Okay? Mais il faut le voir comme un processus d'amélioration continue. Puis voilà, en fait, je pense que c'est pas la fin du monde si ça se produit, là, mais il faut juste s'améliorer constamment pour que ça se produise le moins souvent possible. Mais je suis d'accord sur le point, ce que tu as dit, c'est que effectivement, on a toujours fait attention à l'information confidentielle. Oui. On a toujours fait attention. Là, c'est devenu plus encadré. Il va falloir prendre certaines précautions supplémentaires. Puis, les gens vont devoir se poser la question, c'est j'ai-tu vraiment besoin de cette information-là ou j'en ai pas de besoin, puis je la détruis. C'est comme les fameuses pièces d'identité pour le REC, c'est assez unanime chez tous les gestionnaires, c'est qu'on les a dans les mains à peu près 5 heures, puis après ça, ça devrait être détruit. C'est ça. Si je prends cet exemple-là, Valérie, c'est un super bel exemple. T'sais, la pièce d'identité qu'on demande à l'administrateur de nous envoyer, est-ce qu'on la rend dans une boîte courriel qui est publique à toutes sortes de personnes différentes ou est-ce qu'on crée une boîte, exemple, courriel centralisée exclusivement pour ça, où il y a un nombre de personnes restreintes qui peuvent accéder à ça? Il y a une réflexion, je pense, à faire pour que la donnée la plus sensible qui est mise entre nos mains soit la plus sécurisée possible, là, finalement. Effectivement. Mais Jolica, je pense que vous aviez le goût de jaser. Un peu jaser, c'est parce que il faut comprendre que il y a deux façons de voir la chose. C'est dire, ben écoutez, s'il y a un bruit de confidentialité et puis qu'il n'y a pas de dommages, ben c'est peut-être pas grave. Je ne suis pas sûr que Mme Beauchesne a dit, mais il ne faudrait pas que ce soit compris ainsi. Il faut le mettre au registre. Il faut le mettre au registre quand même, que ce soit important ou pas. C'est ça. Mais il faut comprendre aussi que c'est comme passer sur un feu rouge à 3 heures du matin quand il n'y a pas personne. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de blessés, il n'y a rien qui s'est passé. Mais au sens du code de la sécurité routière, c'est la même infraction que de passer sur un feu rouge à 5 heures du soir lorsque les enfants traversent la rue. C'est des infractions techniques. Ce qu'il faut comprendre, c'est des infractions techniques et on est toujours à risque d'un copropriétaire qui va faire une plainte quelconque en disant, mais écoutez, il y a un bris de confidentialité, ils ont manqué à leurs obligations. Moi, je ne pense pas qu'on va avoir 3000 policiers dans les copropriétés québécoises à donner des tickets, mais il faut juste faire attention parce que les amendes, entre vous et moi, elles sont totalement disproportionnées en fonction de ce qu'est un syndicat de copropriétaires. Syndicat de copropriétaires qui est condamné à plusieurs millions de dollars d'amende, il n'y a même pas ça dans son fonds de prévoyance pour refaire la toiture pour les 10 prochaines années. Alors, donc, on est quand même, je veux juste qu'on comprenne qu'il faut falloir faire le meilleur effort, mais il ne faudra pas se réconforter en disant il n'y a pas de conséquences parce que malheureusement,
malheureusement, la loi, c'est pas ça qu'elle dit, là. La loi dit, il y a des sanctions, puis j'ai regardé les sanctions, elles sont costauds. Peut-être que le législateur aurait dû un peu plus réfléchir sur sa loi qui s'applique à la copropriété québécoise. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de réflexion sur le sujet parce que s'il y avait des réflexions, on aurait peut-être eu un régime de droit à des vitesses différentes. Mais en tout cas, c'est juste la précision que je voulais faire pour les fins de l'exercice. Mais j'aimerais ça, Jean-Marc, je sais que vous voulez parler, puis c'est justement sur votre point, mais j'aimerais ça qu'on revienne après la question de Jean-Marc sur la destruction de l'enregistrement, parce que selon moi, c'est un point qui devrait être une destruction assez rapide, pas aussi rapide que la pièce d'identité de l'administrateur, mais très rapide. Mais Jean-Marc, vous aviez une question. Allez-y. Non, c'était plus un commentaire, parce que on a la particularité d'opérer ici au Québec et d'opérer aussi en Europe, où il y a la réglementation RGPD qui existe depuis un peu plus de temps, parce que ça a été mis en place il y a maintenant 5 ans. Et il y a eu, Élise, des condamnations de gestionnaires immobiliers assez importantes. Oui, je sais. Pour une faille qui, je pense, n'avait pas de conséquences. C'était juste quand on tapait l'URL, on était sur un accès connecté sur son compte, puis c'était marqué copropriétaire /2233. Non, il y avait des documents importants parce Oui. qu'en fait, c'était pour de la location Oui. d'appartements. Donc, il fallait donner des pièces d'identité beaucoup plus sensibles, en fait. Ouais, mais en l'occurrence, là, il n'y avait pas les pièces. C'est juste parce que quand derrière le stage, tu changeais de numéro et tu pouvais accéder, c'était une vraie faille, hein, on est d'accord. Mais je crois qu'ils avaient été condamnés pour une amende très, très salée parce qu'ils le savaient depuis longtemps et ils ne l'avaient pas corrigé, en fait. 6 mois. Ils ont mis 6 mois pour la corriger. C'est ça, ce qui est inacceptable, là, on s'entend. Voilà. Et c'était quand même 500 000 d'euros de condamnation pour ça. Et finalement, cette condamnation a eu la vertu de faire prendre conscience à tous les acteurs, notamment de la technologie et de l'immobilier, dire « Oula, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on ferme les portes ». Et je pense que c'était aussi la volonté du législateur que de faire comprendre que la loi, c'est la loi et qu'il faut faire en sorte qu'on en mette les failles au minimum. Donc, voilà, c'était juste un commentaire en disant effectivement, je ne suis pas sûr que les dégâts en communiquant l'adresse d'un copropriétaire soit très important. Maintenant, on ne respecte pas la loi, donc… Mais ce que vous dites, Jean-Marc, je pense, va dans la même ligne que comment moi j'interprète la venue de cette loi-là en copropriété. C'est-à-dire que, exemple, moi, comme gestionnaire immobilier, mes données sont mises dans un logiciel qui s'appelle Upperbee. Donc, j'ai questionné Upperbee, qui est l'éditeur logiciel, pour dire « Eh oh, toi, là, qu'est-ce que tu as revu comme mesure de sécurité pour assurer que les données de mes clients que je mets dans ton outil soient sécurisées? » Donc, il y a des choses qui ont été faites pour faciliter l'accès à l'information de la personne pour ces données, pour les centraliser dans un seul et même lieu, pour que ce soit un petit peu libre service pour l'individu, pour limiter les questions qui viennent vers nous, pour qu'on évite de se faire demander « Mais quelle information, toi, gestionnaire, as-tu sur moi, copropriétaire? » Donc, ça va éviter l'utilisation manuelle. Mais ceci dit, il y avait aussi des mesures de sécurité, comme pour la destruction des données, entre autres, qu'on a fait ajouter à l'éditeur logiciel, de sorte que ça vienne faciliter notre vie de gestionnaire immobilier. Et je pense que c'est comme une belle opportunité pour les gens qui font des logiciels de venir re-questionner en fait les mesures de sécurité qu'ils ont autour des données les plus sensibles et des données de nature de renseignement personnel. Là. Donc, tu sais, c'est une belle façon de faire un audit. En tout cas, moi, je les ai forcés à le faire parce que, veux pas, on a beaucoup de données effectivement de nos clients dans cet outil-là, mais je pense que tous les gestionnaires immobiliers, peu importe l'outil qu'ils utilisent, ont dû faire la même chose avec l'éditeur logiciel auquel ils réfèrent. Là. Donc, effectivement. Non, ça remet un petit peu ton processus en disant est-ce que, je peux-tu rectifier quelque chose? Je peux-tu travailler mieux? Mais je reviens. Valérie, j'aurais juste continué sur l'édition logicielle, je m'excuse. Mais en fait, il y a aussi l'aspect de la gestion des accès, en fait. Tu sais, quand on regarde l'enjeu, en fait, des données personnelles, il y a aussi qui y a accès. Tu sais, je prends l'exemple de chez une banque ou caisse très connue. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui ont accès à des choses qu'ils ne devraient peut-être pas avoir accès. Et donc, il y a ça aussi qui est important et on a identifié dans des aspects, en fait, nous, chez Solutions Condo, entre autres, c'est pas tous les employés qui ont accès à tout et qui peuvent tout télécharger. Donc, la gestion des accès aux logiciels de façon qui sont très, très granulaires,
ben, on a fait des demandes, entre autres à Upperby, d'ajouter des audits. Quand on change les accès, on veut avoir la trace qu'il y a des changements qui ont été apportés parce que, pour votre information, c'était demandé par les auditeurs des états financiers, entre autres, quand c'est une mission d'audit. Même, en fait, il y a une loi, il y a une nouvelle norme là, qui est sortie, en fait, où ils doivent venir investiguer ou, en tout cas, comprendre davantage qui a accès aux données financières. Donc, c'était des demandes qu'ils ont fait. Donc, je pense que c'est cette espèce d'exercice-là, en fait, de compréhension, de protection du renseignement personnel, ça va quand même assez loin, là. Oui. Bon point, bon point. Je reviens sur le procès-verbal qui est dans les enregistrements, autant avec Jean-Marc, avec AG Connect, Upperby, les autres, excluant. C'est sûr qu'on peut enregistrer avec Teams aussi. Ça aussi, c'est un autre point. Combien de temps les administrateurs des plus petits syndicats qui utilisent la plateforme Teams et tout ça devraient le garder? Ma question est peut-être un petit peu plus pour vous, Maître Jolicoeur, parce que, en fait, l'enregistrement, il y a de l'information dedans. Le procès-verbal, ben, avec la loi, doit être rédigé dans les 30 jours et transmis aux copropriétaires dans les 30 jours. Ça veut dire que, bon an, mal an, après, on ne devrait plus n'avoir de besoin de cette trace-là. Qu'en est-il par rapport à la loi 25? Les données doivent être conservées en autant qu'on ait une raison de les conserver. Le recours prévu au Code civil pour attaquer une décision en justice est de 80 jours après l'Assemblée. Est-ce qu'on est obligé de conserver la preuve de tout ce qui s'est dit, tout ce qui est fait dans une assemblée? Moi, je ne pense pas. Et sachez qu'avant qu'on enregistre les assemblées, il y avait des assemblées sans enregistrement. Exact. On notait ça et ça se terminait ainsi une assemblée de copropriétaires. Alors moi, je ne pense pas qu'on doit impérativement conserver les traces de tout ce qui s'est fait dans une soirée. Bon, c'est sûr que si jamais il y a une contestation en justice de ce qui s'est décidé dans une assemblée, il y a une zone de confort plus importante, dire, ah, bien, il y a telle chose qui a été dit. Mais je me pose vraiment la question si on a réellement besoin de tout conserver. Alors, dans un monde de calinours juridique, on dirait que oui, ça serait mieux. Mais je veux quand même rappeler un peu tout le monde que plus on en garde, plus on se crée des soucis aussi. Puis il n'y a rien dans la loi qui nous oblige à conserver les enregistrements de ce qui s'est fait, ce qui s'est dit dans une assemblée. Rien. Et on le fait parce que les avocats disent que ça serait une bonne idée de la conserver si jamais il y a une contestation en justice. Mais dans Maître Jolicoeur, dans les pratiques comparées entre l'Europe et la Belgique, j'allais dire, et le Québec, c'est l'Assemblée générale, c'est le PV. Le PV, il est fait en séance en Europe. C'est-à-dire qu'on fait notre assemblée, il y a telle résolution, on saisit le commentaire, on le fait valider par tout le monde, seulement après on fait voter sur la rédaction qui a été faite du point qui est à voter, et on termine l'assemblée, on fait signer le PV en ligne, c'est terminé, c'est archivé. Et donc, il n'y a rien qui est conservé, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de choses comme ça. Et je pense que pour le coup, cette pratique du PV en assemblée a pour mérite d'être à la fois transparent, synthétique et efficace, et avoir des PV qui sont plus factuels que des descriptifs de ce qui s'est passé par un tel a pris la parole, un tel a dit ça, qui, en fait, dans le PV ne sert à rien, puisque ce sont juste les décisions qu'on devrait, à mon sens, retracer dans le PV. Voilà. C'est un grand débat, ça, Jean-Marc. Mais on dit qu'en France, le syndic rédige son PV avant l'Assemblée. Oui. Bon, alors d'autres mots, il fait juste valider les décisions. Non, il rédige un projet de résolution, c'est-à-dire un projet de rédaction, et il lit le projet de rédaction, il y a débat, il corrige son projet de rédaction, et il fait voter. Donc, mais ça serait la bonne façon de faire ici au Québec. Mais on a l'impression des fois que les assemblées de copropriétaires, c'est très thérapeutique. Hein? Il faut écouter Mme Lefrenière là, qui a
beaucoup à dire sur le cerclage qui n'a pas été fait le printemps passé au niveau du gazon et de tout noter ça, alors que juridiquement parlant, c'est aucune utilité. Ça n'a aucune utilité et c'est parfois préjudiciable. Vous savez, quelqu'un qui va dire dans une assemblée de copropriétaires, écoutez, je suis passé dans le garage ce matin et j'ai vu une fissuration sur une colonne. Et sincèrement, je pense que l'immeuble va s'effondrer. Bon. Alors, puis là, on écrit ça dans le procès verbal, fissuration sur la colonne, puis finalement, l'ingénieur va visiter ça, puis c'est pas du tout ça, c'est une tache sur le béton, puis il n'y a aucune fissure dans la colonne, puis il n'y a rien qui va s'écraser. Sauf qu'on l'a écrit. Il reste là pendant toutes les années. Bien, plus que ça, c'est que tous ceux qui vont acheter dans cet immeuble-là vont lire qu'il y a une colonne qui est en train de s'écraser, sans compter que des fois, on a tendance à dire que le voisin tel est pas mal fou. Et là, on rentre, peut-être qu'il est fou. C'est possible qu'il soit fou. Mais on n'est pas dans les renseignements personnels sur l'état de santé de problématiques. Alors, moi, je pense que si on veut limiter les risques des recours en diffamation, parce que des fois, il y a des choses qui relèvent de la diffamation, si on veut effectivement arriver à un raisonnement plus simple, ben, c'est justement de ne pas commencer à étayer les procès-verbaux et les procès-verbaux ne pas comporter des renseignements personnels parce qu'effectivement, il n'y a rien de plus tentant que de dire, ben écoutez, moi, vous savez, Mme Lacouture, là, je suis très, très inquiet. Elle semble avoir des problèmes de santé. Qu'est-ce que le conseil a l'intention de faire avec ça? Bon, on écrit ça dans le procès-verbal. Hein? Qu'est-ce que le conseil a l'intention de faire? On vient de dire qu'elle a des problèmes de santé. Elle demeure à l'appartement 505. On met ça dans le procès-verbal. Puis tous les acheteurs toutes les personnes qui vont s'intéresser à acheter dans cet immeuble-là vont savoir qu'elle a des problèmes de santé. Alors, tu sais, je pense que notre auditoire ce soir doit retenir une chose. Soyons spartiates dans les procès-verbaux. Et moi, j'ai tendance à rédiger le procès-verbal avant l'Assemblée, un peu comme M. Wesh l'a décrit, préparer les projets de résolution et finir la chose. Et si les copropriétaires ont des préoccupations, ils peuvent toujours adresser un courriel au conseil d'administration en disant, écoutez, j'ai telle préoccupation et ça sera mis dans le dossier, mais pas dans le procès-verbal et ça devrait être beaucoup plus zen sur les procès-verbaux de l'Assemblée. Merci, c'est beaucoup plus clair. En fait, il nous reste 6 minutes. J'aimerais ça qu'on parle, on a mis transfert d'informations à un tiers. Mais comme vous savez, on a Jean-Marc qui représente un tiers qui n'est pas un gestionnaire. Mais on a d'autres tiers qui sont, par exemple, des ouvriers auxquels on doit transmettre, par exemple, des numéros d'unité pour aller faire certains travaux, ces choses-là. Pour un appel d'urgence, Élise, un blocage dans une unité. On donne le téléphone au plombier, le courriel, il dit, je vais écrire à ton copropriétaire, je m'organise avec lui, etc. Comment on doit gérer ça, Élise ou Maître Jolicoeur, dans le sens où, tu sais, c'est parce qu'on ne peut pas non plus demander tout le temps à tout le monde, je peux-tu donner écris-moi un écrit, je peux donner ton courriel au plombier, ton numéro de téléphone et tout ça. Tu sais, je veux dire, on ne veut pas prendre ça à la lettre, mais on ne veut pas prendre ça à la légère non plus. Comment on va gérer ça, Élise, dans un syndicat? Bien, à partir du moment où on fait affaire avec des compagnies québécoises, ils sont soumis aux mêmes lois que les copropriétés. Donc, ils vont avoir eux-mêmes une politique à faire sur comment ils détiennent l'information puis à quel moment ils la détruisent aussi. Donc, tu sais, je pense que là-dessus, il va falloir regarder avec qui on fait affaire, là. Mais, tu sais, à partir du moment où on travaille avec des entreprises d'une taille respectable, fiable. Je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter là-dessus. Après ça, c'est sûr que si on travaille, tu peux avoir un homme à tout faire qui fait ça un petit peu par-ci, par-là, puis est-ce que lui aura les mêmes pratiques? Il va peut-être falloir coacher un petit peu comme gestionnaire certains fournisseurs qui sont peut-être plus petits et qui font ça de façon un petit peu plus artisanale, là. Parce que peut-être qu'eux autres ne sont pas trop au fait de la loi, ils n'ont peut-être pas un site web avec leur politique dessus, là. Les compagnies de conciergerie les plus petites, des syndicats. C'est ça. Fait que, mais tu sais, ceci étant dit, tu sais, je pense qu'il y a façon de les coacher. Puis tu sais, peut-être que pour nous, comme gestionnaire, on aura une petite note toute faite à la fin d'un dossier qui
quand on reçoit la facture qui va envoyer la petite note pour dire « Veuillez détruire l'information personnelle que vous aviez en votre possession relativement à cette facture. » Est-ce qu'on va devenir qu'à polluer les boîtes courriels des fournisseurs? Après ça, il y a tout l'enjeu de l'automatisation. Si tu reçois une facture d'un fournisseur plus grand, même si tu voudrais automatiser le renvoi d'un courriel, ça vient d'un courriel no reply. Donc, tu ne peux pas avancer. Donc, il y aura, ça va, je pense, dans la pratique, se clarifier. Là. À ce point-ci, on ne peut pas avoir nécessairement toutes les réponses parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. Mais on va voir comment les gens autour de nous font ça. Puis, je pense qu'on va se partager des bons trucs entre nous. Puis, on va venir qu'à trouver une recette qui va faire du sens. Là. Effectivement. Puis, je reviendrai 30 secondes sur les images caméras parce que ça, Maître Jolicoeur, vous en avez parlé tout à l'heure. Les syndicats qui n'en ont pas devront mettre en place aussi une politique pour le visionnement, qui, quand, comment, pourquoi, tout ça. Mais je pense que ce serait peut-être intéressant de dire que même si on est un petit syndicat, ce n'est plus à la mode d'avoir comme administrateur l'accès aux caméras sur leur téléphone cellulaire pour pouvoir visionner ça 20 heures sur 24, à tout moment de la journée, au café pendant que je déjeune à l'œuvrier ou peu importe. Donc, je pense que c'est important parce que, selon moi, c'est encore quasiment plus important qu'un numéro de téléphone. Moi, je ne voudrais pas regarder la caméra où je vois quelqu'un que je rentre avec quelqu'un qui est pas mon mari, puis que je ne voudrais pas que tout le monde me regarde dans la caméra. Mais blague à part, c'est un peu ça l'histoire. Comment on met en garde les administrateurs de copropriété pour ces images? La question des caméras de surveillance, c'est pas un débat qui est récent. C'est un débat qui a déjà été traité, notamment par une décision de la Cour supérieure qui est venue préciser qu'effectivement, le syndicat doit se doter d'une politique sur la gestion des données, on doit les effacer. Alors, c'est quelque chose qui est pas nouveau. Peut-être, Gabriel, vous pourriez mettre à l'écran la fiche pratique qu'on a dans la section Vos droits sur les caméras de surveillance. Bon. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des technologies qui évoluent énormément, puis on a sur le téléphone directement la caméra de surveillance. Il faut toujours se poser la question, mais pourquoi, moi, Yves Jolicoeur, administrateur, j'ai la caméra sur mon téléphone? Pourquoi? Y a-t-il une raison? Y a-t-il une justification? Si j'en ai pas, j'ai pas les caméras sur mon téléphone. On ne peut pas le faire. Il n'y a pas un justificatif. D'ailleurs, la loi est assez claire là-dessus, qui me permet de scruter les données. Alors, donc, effectivement, ces caméras de surveillance en copropriété, là, on a fait pas mal le tour de cette question. Bon, peut-être que quelqu'un va me dire, oui, mais vous savez, ça fait depuis 3 semaines, on a des vols sans cesse dans l'immeuble. Peut-être que là, on aurait effectivement une légitimité d'avoir en séance tenante accès sur son téléphone à la caméra. Mais peut-être, puis encore là, la question se pose, puis même si je l'ai sur mon téléphone, puis que je vois Boris défoncer la porte, le gros Boris rentrer dans l'immeuble, puis voler 3 vélos, je suis en République de Beacon, puis je vois Boris en train de regarder voler. Qu'est-ce que je vais faire de plus? Qu'est-ce que ça va me donner de plus de voir Boris? Pensez-vous que je vais prendre l'avion pour courir après Boris? Puis même si je suis au centre commercial, le temps que j'arrive, bon. Boris est parti. Boris est parti. Puis dites-vous une chose, même si vous appelez la police en disant Boris est en train de voler 3 bicyclettes, ils vont vous dire, ben écoutez, ce n'est pas une priorité pour l'instant, on va venir faire notre tour. Je n'en vois pas de légitimité d'avoir sur un téléphone portable accès aux caméras live de la part d'un administrateur. Je ne le vois pas. Je ne sais pas que quelqu'un ne m'arrivera pas avec une idée géniale en disant oui, mais dans telle circonstance, ça peut être légitimé. Ça, je peux comprendre quelqu'un qui a des parents qui ont des problèmes de santé, puis il veut savoir ce qui se passe à la maison, des fois, qui tombent. On a une raison d'être, mais si j'en vois aucunement, on ne devrait pas avoir sur les téléphones les accès aux caméras de l'immeuble. Parfait. Donc, il est déjà 20h01. Je sais qu'on aurait pu parler encore plus longtemps sur le sujet. Juste en terminant, qu'est-ce qu'on conseille à nos syndicats? Écoutez, ceux qui sont en gestion externe, les gestionnaires, on prend tout le dossier très au sérieux. On est en train d'organiser tous nos syndicats et tout ça.
mais qu'est-ce qu'on recommande à nos plus petits syndicats? Rapidement, s'il vous plaît, Jean-Marc, dans le cas d'une assemblée, qu'est-ce qu'on recommande aux petits syndicats? De prendre une plateforme sécurisée comme la vôtre? Les frais en vaut la chandelle? Oui, ben ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc, oui, non, je pense que ça peut être judicieux. Après, je pense que ce qu'on peut leur dire, c'est qu'effectivement, en utilisant des outils québécois labellisés et reconnus, ils minimisent leurs risques, que ce soit la nôtre ou une autre, parce que on s'applique la politique de vie privée et on a mis en place ce qu'il faut pour la protection des données. Donc, on va permettre à ce petit syndicat de limiter ces risques personnels de fuite de données. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une bonne éducation sur la politique des mots de passe, des accès, des protections de bon sens qu'il faut mettre en place, qui sont des protections numéro 1, et on évite effectivement d'envoyer des courriels avec des chaînes de correspondants dedans et avec en pièce jointe la totalité des informations. Voilà. Oui, merci Jean-Marc. Élise? Oui, ben c'est ça, je suis du même avis que Jean-Marc, là, en fait. Je pense que c'est vraiment davantage Les gens vont essayer des choses. Après ça, à partir du moment où on est avec des outils qui sont québécois, je pense que ça nous aide à être sûr qu'on est conforme à la loi. Voilà, écoute, les gens vont expérimenter. Je pense que l'idéal, c'est vraiment d'avoir des pratiques de sécurité de base qui, des fois, sont oubliées quand on est juste du point de vue individuel, mot de passe, juste sécuriser son ordinateur avec un username password. Aujourd'hui, avec les doubles authentifications sur les courriels, il y a façon de sécuriser encore davantage. Je pense que c'est juste une réflexion sur les pratiques de sécurité de base pour les ordinateurs, puis d'avoir des outils, en fait, à la fine pointe de la technologie, là, finalement. Parfait, merci Élise. Et Maître Jolicoeur, c'est vous qui avez le mot de la fin. Le mot de la fin, Contactez un avocat. J'ai deux amis qui sont avocats chez Terrien Couture Jolicoeur, Julie Banville et Michel Paradis, qui ont écrit un texte de doctrine qui est intéressant, qui va sortir au mois d'octobre prochain dans les récents développements de la copropriété. Et je me permets de vous partager leurs réflexions sur un plan de travail en 10 étapes pour guider les administrateurs d'une copropriété. Et je vais lire un peu leur plan de travail. Première chose, nomination d'une personne responsable de la protection des renseignements personnels qui établit la politique de protection des renseignements personnels. Première étape. Deuxième étape, identification des renseignements personnels détenus par le syndicat. Je pense que c'est assez fondamental, puis c'est effectivement l'objectif de la loi. Troisième étape, sécurisation des renseignements personnels. Quatrième étape, création et révision des procédures internes de traitement des renseignements personnels. Cinquième étape, élaboration de politiques écrites de gestion des renseignements personnels et diffusion auprès des résidents de l'immeuble. Sixième étape, création d'un plan d'intervention en cas d'incident de confidentialité. Septième étape, échange avec les tiers, fournisseurs de services, évidemment. Huitième étape, information aux personnes visées quant à leurs droits. Alors, on va leur dire, vous avez des droits, puis nous, comme syndicat, voici comment on va s'assurer de la protection de vos droits. Neuvième étape, fondamentale, ça va être difficile, formation qu'on va donner à l'interne dans les copropriétés sur la loi et les politiques mises en place dans la copropriété. Et dixième étape, prévision du programme et des politiques en temps opportun. Alors, ce texte-là va être intéressant parce que je l'ai lu, bien rédigé, et va être accessible en ligne sur Condo Légal, parce que sur le site Condo Légal, on a dans ressources l'entièreté des ouvrages qui sont publiés, notamment les textes sur les récents développements en droit de la côté qui vont être éventuellement mis sur le cache et qui vont être accessibles. Donc, il y a une belle réflexion faite par mes deux confrères du bureau sur cette question-là qui mérite une lecture. Je vous dirais d'un peu tout le monde, parce que c'est la première réflexion qui s'est faite sur la loi en matière de copropriété divise. Merci, Maître Jolicoeur. C'est vous qui aviez le mot de la fin. Donc, je remercie encore une fois mes collègues et amis ce soir, Élise de Solutions Condo, Élise Beauchesne, excuse-moi, je te le m'habitué, Élise Beauchesne de Solutions Condo, Jean-Marc Wesch de AG Connect, Maître Yves Jolicoeur, qui est Terrien Couture Jolicoeur. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. Merci à notre commanditaire de la soirée, AG Connect.
Dans 2 semaines, le 27, nous aurons une autre web radio très intéressante parce que de plus en plus de grands travaux qui s'organisent dans la copropriété. Et donc, nous aurons pour en discuter un architecte de grande renommée dans l'industrie de la copropriété, Georges Fallat, un ingénieur très impliqué aussi dans l'industrie de la copropriété, Sean Beauchemin, de Despatie Beauchemin, et Maître Yves Papineau, qui viendra diriger les débats dans le sens où si on a des questions sur le légal, etc., etc. Donc, ce sera très intéressant. Donc, soyez des nôtres le 27 septembre à 19h. Merci encore à vous tous d'avoir été là à notre entrée. Et